Dans la soirée du 25 octobre 1917, le croiseur Aurore envoie une salve à blanc. C'est le signal de l'attaque du palais d'hiver de Petrograd, le premier acte de la révolution d'octobre, immortalisé 10 ans plus tard avec tant de force par Sergei Eisenstein. Cet événement va changer le cours de l'histoire et marquer à jamais la vie de millions d'hommes et de femmes. Il va aussi déterminer le destin de 3 des grands compositeurs russes du XXe siècle. 3 témoins d'une époque tourmentée, où l'idéal révolutionnaire bascule dans l'oppression totalitaire. Dimitri Chostakovitch n'échappera jamais à la sphère d'influence de l'État soviétique. Sergueï Prokofiev choisira de rentrer d'exil malgré les purges staliniennes. Et Sergueï Rachmaninov, fuyant très tôt sa patrie, mais qui ne reverra jamais son pays. Rachmaninov, Prokofiev et Chostakovitch, ce sont 3 grandes figures, 3 générations. En 1917, Rachmaninov était déjà adulte, c'était même un homme mûr. Il a accueilli avec joie la révolution de février. Il régnait à l'époque une véritable euphorie générale. Les gens se disaient que c'en était fini, qu'ils en avaient terminé avec ce régime tsariste et féodal, qu'ils étaient désormais libres. Mais lorsque la révolution d'octobre a éclaté, Rachmaninov était horrifié. Pour lui, c'était le chaos. Prokofiev a déclaré que les Russes n'avaient plus la tête à faire de la musique. Et il est parti. Quant à Chostakovitch, il avait 11 ans au moment de la révolution d'octobre. Il se souvenait d'avoir vu les forces de l'ordre tirer sur les manifestants et tuer un enfant. Il l'avait vu tomber d'un arbre, touché par une balle. Ce souvenir se retrouve plus tard dans sa 2e symphonie, dans un passage qu'il a appelé « La mort de l'enfant ». À l'automne 1917, les bolcheviks renversent le gouvernement provisoire installé depuis février à Petrograd et s'emparent du pouvoir. Pour la première fois dans l'histoire, le communisme semble devenir réalité. Les révolutionnaires veulent instaurer un nouvel ordre social et les artistes sont appelés à apporter leur pierre à l'édifice. La musique, notamment, doit contribuer à l'éducation des masses. Les compositeurs sont encouragés à inventer des sonorités nouvelles, aisément accessibles et en phase avec la réalité soviétique. Une doctrine a progressivement pris forme au sein du gouvernement soviétique, définissant ce que devait être l'art dans la société nouvelle. Toute une réglementation a finalement vu le jour. Un code assez strict qui spécifiait les règles artistiques. Cela a eu des répercussions sur les artistes eux-mêmes. C'était un véritable bouleversement, une mutation qui a souvent tourné à la catastrophe. Mais pour l'heure, la révolution politique s'accompagne d'un foisonnement artistique. Le nouveau pouvoir met en place une politique culturelle ouverte qui encourage le pluralisme et l'expérimentation. Les créateurs explorent de nouvelles formes d'expression et s'emparent de sujets novateurs. L'art soviétique s'épanouit, tandis que la guerre civile déchire l'ancien empire russe, semant partout le chaos et la misère. Lorsqu'elle s'achève en 1923, elle laisse le pays exsangue. La population est dans une grande détresse. Elle manque de tout. Il y a beaucoup de souffrances des hivers terribles.
L'économie s'est déséintégrée, le système bancaire s'est effondré. Partout, la nourriture et le carburant manquent. C'est terrible. Et en même temps, tout au long des années 1920, les artistes vont jouir d'une liberté inouïe, sans commune mesure avec l'ère précédente ou celle qui va suivre. On assiste à une profusion d'expériences pour traduire musicalement les différents courants de l'avant-garde, comme le constructivisme ou le futurisme. Ces compositions ont l'ambition d'incarner en musique le mouvement prolétaire. On veut créer des compositions collectives qui dépassent l'espace symphonique et prennent en compte les sons de la rue, des usines, et permettre aux masses d'accéder à ce qu'on considérait autrefois comme le temple sacré de l'art. Si beaucoup d'artistes s'enthousiasment pour cette ère nouvelle, d'autres s'inquiètent de cette réorganisation de la société et de la politisation croissante de l'art. Au lendemain de la Révolution d'Octobre, ils vont prendre le chemin de l'exil. Parmi eux, Sergueï Prokofiev et Sergueï Rachmaninov. En 1917, Rachmaninov a 44 ans. C'est l'un des pianistes et des compositeurs les plus en vue de Russie. Il a déjà écrit 3 concertos pour piano. Parmi eux, le célèbre concerto numéro 2. L'opus 39 de ses études tableaux, composées en début d'année, reflète son angoisse. Cette pièce, la dernière composée par Rachmaninov sur le sol russe, est empreinte de tonalités sombres et poignantes, comme s'il pressentait les événements à venir. Sans illusion quant à la prise de pouvoir communiste, il écrit « Dès que j'ai eu une image plus nette des hommes qui allaient décider du destin de notre peuple, j'ai été saisi par l'épouvante. J'ai compris que c'était le début de la fin. » Rachmaninov est issu de l'aristocratie, une classe sociale que les bolcheviks souhaitent éliminer. Il est effaré par le déchaînement de violence. Ivanovka, sa résidence d'été, a été pillée et son piano de concert jeté du 2e étage. Il a tout perdu. Alors il se résout à partir. La nostalgie de sa chère Russie le poursuivra toute sa vie. Pour lui, la révolution signait la fin de la musique qu'il composait. Il se tournait vers un langage musical de plus en plus spirituel. Il a fait partie de cette génération d'émigrés qui ont senti que leur esthétique, ce qui avait de la valeur pour eux, allait disparaître. Prokofiev va lui aussi choisir de partir. Au moment de la Révolution, il a 26 ans et il vient de vivre l'année la plus prolifique de sa jeune carrière. Il a composé des œuvres majeures, comme la symphonie classique, son premier concerto pour violon, et achevé la partition de son opéra Le Joueur. Il met aussi la dernière main à ses 20 visions fugitives. La 19e, intitulée Épisode révolutionnaire, reflète sa vision des événements de février, le sentiment des masses plutôt que l'essence de la révolution. La guerre civile oblige à reporter les représentations de ses dernières œuvres. Un crève-cœur pour cet enfant terrible de la Russie moderne, habitué au succès. Il sent que la révolution risque de gêner sa carrière. Alors, au printemps 1918, il demande et obtient l'autorisation de quitter le territoire soviétique. Après un séjour au Japon, il atteint en août sa destination finale, les États-Unis. Je n'avais pas la moindre idée du but et de la signification de la Révolution d'Octobre, écrit-il.
Je pensais que la Russie à cette époque n'avait pas besoin de musique, alors qu'en Amérique, je pouvais apprendre beaucoup et en outre intéresser des gens à mes œuvres. Il a ressenti le besoin de se préserver afin de se consacrer à ce qui était le plus précieux à ses yeux, son art. Il a souvent dû se fermer au monde extérieur au cours de son existence, se couper du bruit et de la folie ambiante pour travailler, éviter que tout cela imprègne son œuvre, se protéger. Toute sa vie, il a fui. En 1917, Dimitri Shostakovich a 11 ans. Dans sa ville natale de Petrograd, il assiste à la naissance du nouvel État. Toute sa carrière va se dérouler dans le cadre d'un art assujetti à la politique, devenu instrument de propagande et de glorification du régime soviétique. Ses œuvres seront la conscience musicale de son temps. Sa vie et sa musique resteront longtemps méconnues dans l'ombre de la Révolution d'Octobre. Comme tous les jeunes gens de sa génération, Shostakovich a souffert après la victoire de la Révolution. Il avait un idéal et nourrissait l'espoir que la vie allait un jour devenir meilleure. Cet idéalisme était propre à la jeunesse de l'époque. Enfant prodige, Shostakovich entre à 13 ans au conservatoire de Petrograd. Dans les années 1920, le jeune compositeur est encore sous l'influence de l'avant-garde européenne. Mais au cours de la décennie qui suit, la liberté créative s'estompe à mesure que la politique culturelle soviétique devient plus rigide. En 1925, à l'âge de 19 ans, Shostakovich compose sa première symphonie. La représentation est un immense succès. Du jour au lendemain, il acquiert une renommée internationale. Pour Shostakovich, ce virtuose du piano, il était naturel d'embrasser ce qu'on appelait la révolution culturelle. Il était jeune et fougueux, ambitieux, bourré de talent et plein de vigueur. Il était capable de boire et de fumer toute la nuit. Ses compositions débordent le cadre des genres musicaux dits sérieux. Il incarnait vraiment l'énergie de la révolution. Tandis que Shostakovich travaille à devenir le meilleur compositeur soviétique, Rachmaninov fait une brillante carrière à l'étranger. Ruiné par l'exil, il a décidé de mettre à profit ses talents au piano et de se concentrer sur sa carrière d'instrumentiste. Il rencontre rapidement le succès. Son jeu correspond au goût d'un public encore épris de la tradition romantique du XIXe siècle. Rachmaninov va devenir l'un des pianistes les mieux payés de son temps. Mais la Russie lui manque, et à cause de cette nostalgie, il traverse une longue crise d'inspiration. Pour lui, c'était comme une plaie qui ne se refermait pas. C'était dramatique. Il disait qu'en perdant sa patrie, il avait perdu la capacité et le désir de composer. À New York, Sergueï Prokofiev se consacre lui aussi principalement à des récitals. Ses mains d'acier impressionnent le public, mais il suscite moins l'enthousiasme que Rachmaninov, son aîné de 18 ans. Ses œuvres personnelles ne rencontrent pas le succès escompté. Sa musique est mal comprise. Il écrit « En Russie, les compositeurs fournissent matière à débat. En Amérique, on joue de préférence des artistes reconnus et on accorde beaucoup de valeur à l'interprétation de la musique. » L'audace de ses créations fait de lui le représentant de la culture soviétique. Les critiques évoquent même ses harmonies bolcheviques.
Son jeu était explosif et volontaire. Pour le public, les sons qu'il tirait de son piano avaient quelque chose de sauvage. Et on associait cela à la situation russe telle qu'on se la représentait. La barbarie, l'effondrement de toutes les structures de ce pays où le peuple avait perpétré un coup d'État et voulait entraîner le monde entier à sa suite. Il était même perçu comme un émissaire de cette soif révolutionnaire. Ça l'horrifiait, lui qui voulait tant être considéré comme un moderniste raffiné. La musique de Prokofiev ne séduit guère les salles de concert américaines. Il doit attendre 2 ans pour que son opéra « L'amour des 3 oranges » soit joué à Chicago, puis à New York, où il se heurte à l'incompréhension de la critique. À Paris, en revanche, ses concerts reçoivent un accueil triomphal. Au début des années 1920, il s'installe en France. À l'époque, Paris est le point de rencontre de l'avant-garde russe. Ce milieu bouillonnant plein d'énergie créatrice lui inspire de nombreuses œuvres. Mais il se sent malgré tout étranger. Surtout, il doit continuer ses tournées de pianiste pour vivre, ce qui l'éloigne de la composition. Le succès tant attendu n'est toujours pas au rendez-vous. Alors Prokofiev se tourne vers sa patrie. En 1927, il fait une tournée triomphale en URSS. Il commence à envisager la possibilité d'un retour. À Paris, il a retrouvé Serge Diaghilev, avec lequel il avait déjà collaboré. Le grand impresario et fondateur des célèbres ballets russes lui commande un ballet qui met en scène la Russie moderne. Pour Prokofiev, c'est un honneur, mais aussi l'occasion de s'attirer les bonnes grâces des dirigeants soviétiques. Le ballet créé à Paris en 1927 s'intitule Le Pas d'acier. Le compositeur y a mis toute sa fibre novatrice et sa vitalité musicale. La première est un événement mondain. Picasso, Ravel et Stravinsky sont dans la salle. En URSS, la pièce est mal accueillie. On n'y voit pas un hommage aux bienfaits de la Révolution, mais un conte grotesque qui ridiculise l'ouvrier soviétique. Le ballet est vilipendé par l'Association russe des musiciens prolétaires. Prokofiev pensait la bienveillance des autorités soviétiques acquises. Il s'est lourdement trompé. Le parti dit « Non, c'est une satire. Vous montrez les ouvriers soviétiques comme des robots. Ils apparaissent comme des esclaves et non comme des êtres libres. Il n'y a aucune joie dans cette partition. » Cette critique a profondément blessé Prokofiev. En 1927, Staline a déjà tous les leviers du pouvoir en main. Les premières purges vont commencer dans les années qui suivent, semant la peur parmi les compositeurs. Des membres de l'avant-garde fuient le pays, d'autres sont internés ou assassinés. Il ne reste qu'une musique servile, soumise à des fins politiques. Les régimes totalitaires ont besoin d'une idéologie. Et celle-ci peut parfaitement tirer parti de l'art, notamment de la musique. Les chansons dédiées au peuple, les cantates en l'honneur de Staline, de Lénine, pour l'anniversaire du parti, ça fonctionne à merveille. Il suffit de trouver des compositeurs qui ont envie d'écrire ce genre de choses et de les laisser faire. Le but n'est pas de créer des chefs-d'œuvre, mais de servir la propagande. La deuxième symphonie de Shostakovich est ainsi une œuvre de commande. Le jeune homme a 21 ans, et malgré le succès de sa première symphonie, sa situation financière reste fragile. Au printemps 1927, il accepte donc l'offre des autorités, composer une œuvre pour commémorer les 10 ans de la Révolution d'Octobre. Cette symphonie numéro 2, intitulée « À octobre », est plébiscitée par le parti.
Chostakovitch a composé de la musique de propagande, c'est certain. Deux de ses œuvres sont de toute évidence dans cette veine. Sa symphonie numéro 2 s'achève par un chant choral, dont le texte, composé par Alexandre Bezymensky, un poète des jeunesses communistes, est très mauvais. Chostakovitch s'est plaint à plusieurs reprises d'avoir à mettre en musique des vers aussi médiocres. Mais il l'a fait quand même. Il avait 20 ans et c'était un grand honneur de recevoir une telle commande du régime. Le jeune compositeur fera bientôt connaissance avec la censure. En 1931, il s'attire les foudres des autorités avec son ballet, Le Boulon, qui sera aussitôt interdit. Son premier opéra, Le Nez, est également supprimé après seulement 16 représentations. On déplore l'absence d'un héros positif dans une œuvre jugée formaliste. Im Übrigen muss ich bemerken, dass Sie humorvoll sind und gern Ihr Späßchen mit den Leuten treiben. Les arrestations et les procès ont commencé dans les années 1930. On envoyait des innocents en prison. Les représentants les plus talentueux de l'intelligentsia russe ont disparu les uns après les autres. Chostakovitch a lui-même été victime de terribles persécutions. Prokofiev vit encore à Paris, mais il séjourne très souvent en URSS. Il déclare « Le nouveau régime a trouvé des mots neufs, mais pas de nouvelle musique. » Il lui semble qu'il pourrait y remédier. Il reste profondément attaché à son pays, et la perspective de pouvoir se consacrer entièrement à la composition l'attire. La musique est et restera tout au long de sa vie son unique obsession. Son orgueil est flatté par l'admiration qu'on lui témoigne. De son côté, l'URSS voit tout ce qu'elle pourrait tirer de son retour. Ses amis avaient évoqué les répressions et la difficulté de la vie sur place. Malgré cela, il ne voyait qu'une chose. Il était une célébrité et il serait traité en tant que tel s'il retournait en URSS. À ses débuts, le régime stalinien, un peu comme à l'époque de Lénine, voulait absolument que ces artistes qui avaient fui reviennent. Il s'agissait de montrer que le régime soviétique glorifiait la culture, qu'il était synonyme de bien-être, de modernisme, de progrès, qu'il incarnait l'avenir. Pour Lénine, la culture devait être engagée, prendre parti politiquement. À partir de 1932, ce principe est érigé en loi de fer. La production artistique est mise au pas. La musique, comme toutes les disciplines, devient un outil au service de la propagande. Désormais, il suffit d'être accusé de formalisme pour être considéré comme un ennemi du peuple. La répression se met en place. Une faute artistique peut conduire à l'internement ou la mort. Le pouvoir de l'appareil stalinien, c'était qu'on n'en connaissait pas les règles. On ne savait pas exactement à quel principe de composition obéir. Et cela pouvait briser votre carrière, mais aussi votre vie. C'est la définition de la terreur, ne pas savoir ce qu'on exige de vous. L'accusation de formalisme pouvait englober un tas de choses. De façon générale, cela voulait dire que la musique n'était pas accessible, pas assez populaire, mélodieuse ou lyrique. On faisait ce reproche aux pièces trop sophistiquées, compliquées, qui ne respectaient pas les structures de composition traditionnelles. Le formalisme était associé aux tendances nouvelles, et notamment au modernisme allemand. En fait, il était appliqué de façon un peu capricieuse aux œuvres que le régime n'aimait pas. Chostakovitch se sent encore libre. Il veut composer à son idée, sans se soumettre au rouage de la propagande. Il compose des ballets novateurs et un opéra, Lady Macbeth de Mzensk, créé à Leningrad en 1934. Cette œuvre s'inscrit en apparence dans la lignée du réalisme prôné par le pouvoir et enthousiasme les foules. 2 ans durant, chaque représentation se clôt par un tonnerre d'applaudissements. Elle connaît le même succès dans plusieurs villes américaines.
L'héroïne est une femme qui tue son mari et son beau-père pour l'amour d'un employé de son époux. Shostakovich ne voulait faire aucun compromis, ou aussi peu que possible. Chacune de ses œuvres apportait son lot de problèmes, parce qu'il refusait de se plier à la doctrine du réalisme socialiste, aux idées et aux attentes du parti. En Union soviétique, les années 1920 correspondent à un âge d'or du cinéma. Pour Staline, c'est l'art populaire par excellence. Il en fait son média principal, convaincu que les images ont un plus grand pouvoir sur les hommes que toute autre forme d'expression. L'arrivée du parlant impose de composer des musiques de films. C'était un média très moderne. Il démontrait l'avancée technologique du pays et il pouvait être utilisé à des fins politiques. Le cinéma est devenu un art majeur car il était accessible. Les films pouvaient être dupliqués facilement et projetés à la campagne. En 1933, Prokofiev reçoit sa première commande officielle. Il s'agit d'écrire la partition d'un film, Le lieutenant Kijé. Il accepte volontiers, impatient de s'essayer à ce nouveau média de masse. Ce sera un succès international. L'action du film se situe sous le tsar Paul Ier. C'est une farce sur les travers d'une bureaucratie pléthorique. Il sera bientôt interdit, mais la suite d'orchestre de Prokofiev lui survivra et inspirera Woody Allen, mais aussi des artistes comme Emerson, Lake and Palmer, Yes ou Sting. Le cinéma l'a toujours fasciné du fait de son immense popularité. Et Le lieutenant Kijé est un très grand film, avec beaucoup d'ironie dans les dialogues et la musique. Il lui a permis d'expérimenter des choses très librement. Rachmaninov s'est installé à New York. Son succès en tant que pianiste lui permet d'y vivre très confortablement et de soutenir de nombreux émigrés russes. Sa patrie lui manque, mais il n'envisage pas d'y retourner. Vivre sous la dictature bolchevique lui paraît inconcevable. En 1931, il co-signe dans le New York Times une tribune condamnant le régime stalinien, la répression, les camps et les exécutions sommaires. En réponse, ses œuvres sont interdites en URSS. Son pays natal lui paraît plus éloigné que jamais. Il se console dans la propriété qu'il vient d'acquérir en Suisse, sur le lac des 4 cantons. La Villa Sénart est pour lui une nouvelle Ivanovka, sa résidence d'été russe qu'il avait tant aimée. Dans cette maison bâtie selon les principes du Bauhaus, Rachmaninov trouve enfin la paix. Les meubles de style lui rappellent sa patrie perdue. Dans la quiétude de ce nouveau paradis, il se remet d'une période intense, faite de voyages incessants comme soliste et chef d'orchestre. Il renoue aussi avec la créativité. Sa datcha suisse l'inspire. En 1933, alors âgé de 63 ans, il y emménage et peut enfin songer sérieusement à la composition. C'est à Sénart qu'il termine en août 1934 sa rhapsodie sur un thème de Paganini. L'œuvre lui vaut une immense reconnaissance aux États-Unis. C'est un succès à la fois public et critique. Dans cette rhapsodie, il y a une variation très célèbre, la 18e, qui est une sorte de retour à son style de jeunesse. On y entend la nostalgie de son pays.
Pour Dmitri Shostakovich, le 26 janvier 1936 est un jour fatidique. Il va avoir 30 ans et sa vie ne sera plus jamais la même. Ce soir-là, Staline assiste à une représentation de Lady Macbeth de Mzensk au Bolchoï de Moscou. Staline quitte le théâtre sans accorder un regard à Shostakovich. 2 jours plus tard, un article paraît dans la Pravda. Il n'est pas signé par Staline, mais il porte la marque du dictateur. Son titre, « Le chaos remplace la musique ». Dès lors, l'opéra est interdit. Ce sont ensuite les ballets de Shostakovich qui sont vilipendés. Du jour au lendemain, son œuvre qui était encensée par le régime devient un objet de mépris. Et lui-même est traité d'ennemi du peuple. C'est une condamnation à la mort musicale. C'est la fin de la première partie de sa vie. Il lui faudra du temps pour se relever, se remettre au travail et trouver quelque chose qui convienne aux autorités. C'est aussi la fin de sa carrière de compositeur d'opéra. Il n'écrira plus jamais d'œuvres pour la scène. Longtemps, il dormira tout habillé, ses valises prêtes au cas où on vienne l'arrêter. Il a évidemment craint pour sa vie. Il racontait qu'il avait été convoqué pour être interrogé et qu'il avait été sauvé grâce au hasard. En effet, quand il s'était présenté à la date et à l'heure de sa convocation, persuadé qu'il allait être arrêté, il avait appris que l'officier chargé d'instruire son dossier avait lui-même été placé en détention. Au même moment, Prokofiev s'installe de façon permanente à Moscou avec sa femme et leurs 2 enfants. Ce retour en Union soviétique au moment où la répression politique frappe aveuglément les artistes peut paraître étrange. Qu'est-ce qui pousse ce compositeur établi à se soumettre volontairement aux contraintes esthétiques du régime soviétique? Agit-il par naïveté ou par calcul? Est-il poussé par la soif de reconnaissance ou par la nostalgie de son pays? Il est retourné là-bas sans penser que ce serait un aller simple. Depuis plusieurs années, il recevait des commandes assez lucratives. Il avait des promesses de grandes représentations de ballets et d'opéra, chose qu'il n'avait pas à Paris ou ailleurs. Fidèle à son habitude, Prokofiev ne se mêle pas de la politique et choisit de se consacrer à des œuvres sans enjeu idéologique. Dès 1936, il se lance dans la composition de Pierre et le Loup, une pièce pédagogique qui permet de découvrir les instruments de l'orchestre et leur capacité expressive. Ce conte musical rencontre un succès mondial. Aujourd'hui encore, tous les enfants le connaissent. Je pense qu'il n'a pas obéi au canon du réalisme socialiste pour créer Pierre et le Loup. Pour moi, il était libre de faire ce dont il avait envie. Il a composé en 1936, à une époque où il voyageait encore. Il l'a emmené à Los Angeles, en Californie. Il l'a présenté à Walt Disney et a signé un contrat pour en faire un dessin animé qui a effectivement vu le jour. Après l'épisode dramatique de Lady Macbeth, Shostakovich doit absolument rentrer en grâce. Il décide de ne pas donner sa symphonie numéro 4, de peur des réactions officielles. En 1937, il compose une 5e symphonie qu'il qualifie docilement de « réponse d'un artiste soviétique à une juste critique ». L'œuvre connaît un succès éclatant et vaut à Shostakovich des applaudissements nourris à chaque représentation. Dans cette pièce ambivalente, le public entend instinctivement le message caché d'un martyr. Dans sa musique, Shostakovich faisait preuve de beaucoup de courage. Il s'est exprimé à travers ses œuvres.
Aucun homme n'a mieux incarné la position tragique de l'artiste sous un régime totalitaire. Persécuté, censuré, Chostakovitch doit à la fois se soumettre et se défendre. Staline souffle le chaud et le froid. Après avoir frôlé la déportation, peut-être la mort, le compositeur récolte les honneurs officiels. Comme dans tous les systèmes totalitaires, et en tout cas dans les pays communistes, il fallait établir un classement des artistes. Il y avait le numéro 1, le numéro 2, et ainsi de suite. On était bien plus exigeant avec le premier qu'avec les autres, car le parti le considérait comme son représentant dans sa discipline. Chostakovitch était sans doute ce numéro 1, surtout après sa 5e symphonie. Et en tant que premier compositeur du régime, on scrutait tout ce qu'il faisait ou disait. En ce sens, il n'était absolument pas libre. Prokofiev, le cosmopolite qui ne se mêle pas de la politique, n'a qu'un désir, composer en paix. Pour acheter son indépendance artistique, il veut séduire le régime, prouver qu'il est à sa place dans l'État communiste. Dans sa résidence des environs de Moscou, il achève sa cantate pour le 20e anniversaire de la Révolution d'octobre. Une œuvre de commande digne de la mégalomanie soviétique, écrite pour 2 chœurs mixtes, un orchestre symphonique, un ensemble de cuivres et d'accordéons. Soit en tout 500 musiciens. Mais la grande représentation sur la place rouge est annulée. La cantate est refusée par la censure, car le texte de Prokofiev contient des citations de Marx, Lénine et Staline. C'est presque un blasphème. Là encore, on lui avait tout de suite reproché d'avoir choisi ses textes plutôt que de chanter de simples louanges avec de belles rimes. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, Rachmaninov est en Amérique. Il ne reverra jamais la Suisse, sa seconde patrie. Il s'installe en Californie et compose en 1940 les Danses symphoniques, sa dernière œuvre. Un testament musical au climat mystique, empreint de tristesse et de nostalgie. La source de son inspiration est l'illusion de sa patrie. C'est le portrait sonore de ce pays qu'il a perdu. Dans cette musique, on reconnaît la personnalité du compositeur, mais aussi le son de la Russie. En septembre 1941, Hitler met le siège devant Leningrad. Attaqué par son ancien allié, l'Union soviétique a besoin de la ferveur patriotique de ses artistes. Beaucoup s'engagent dans la défense du pays. Parmi eux, Chostakovitch. Dans sa ville assiégée, il se lance dans la composition de sa 7e symphonie baptisée Leningrad. C'est une condamnation de la menace fasciste,
mais aussi en filigrane celle de la terreur stalinienne. Créée en 1942, la symphonie devient vite un succès mondial. Elle retentit même en 1943 dans un camp d'instruction de l'armée américaine, sous la baguette d'un très grand chef d'orchestre, Léopold Stokowski. 20,000 men of the armored force gather to hear music of war, Shostakovich's 7th Symphony. Now this music was written by a soldier, a Russian soldier, one who fought in one of the greatest battles of this war, the Siege of Leningrad. That battle is still going on, and Dmitri Shostakovich is still in it. Il a écrit cette symphonie par conviction, en réaction aux événements. Par la suite, la propagande a prétendu qu'il souhaitait que les soldats combattent au son de sa musique. Mais il n'a jamais dit cela. C'est l'interprétation qu'en ont donnée les autorités parce que cela servait leurs intérêts. Rachmaninov lui-même revient en grâce. L'URSS a besoin de son œuvre romantique, nourrie de cette sensibilité nationale que le régime cherche désormais à exalter. En 1942, Rachmaninov donne un concert au profit de l'Armée rouge. En URSS, un article de journal évoquant la fidélité de sa musique à l'âme russe éternelle parachève la réconciliation. Ensuite, dans les années 1940, Staline s'est de plus en plus conforté dans l'idée de la grandeur de la puissance russe. Et Rachmaninov s'y intégrait parfaitement. Mais Rachmaninov ne profitera pas de cette réhabilitation. Il meurt en 1943 dans son exil américain, à la veille de ses 70 ans. Il a retrouvé la Russie en lui-même et dans ses œuvres. Il a créé des paysages acoustiques qui rappelaient son pays natal. En URSS, la fin de la Seconde Guerre mondiale fait naître l'espoir que la terreur des années 1930 appartient au passé. Il n'en est rien. Dès 1946, on demande aux artistes des œuvres exemplaires, populaires et fidèles au réalisme socialiste. En février 1948, lors du congrès de l'Union des compositeurs soviétiques, la situation se durcit davantage. Ces nouveaux dirigeants condamnent avec virulence les musiciens, accusés de formalisme. Un article paru en première page de la Pravda annonce la couleur. Toute musique qui sort du cadre du réalisme socialiste sera jugée hostile au peuple. 40 œuvres sont censurées, dont des pièces de Shostakovich, Prokofiev et Khatchatourian. Shostakovich doit faire son autocritique et perd son poste de professeur. Il n'est pas seulement condamné dans la Pravda, mais dans tous les journaux. Les ouvriers envoient d'innombrables lettres au parti pour dire qu'ils ne veulent plus entendre Shostakovich. Pour entrer au conservatoire, son fils est contraint de reconnaître tout le mal que son père a fait à la culture soviétique. Pour Shostakovich, c'est une catastrophe, comme pour Prokofiev. Prokofiev ne se remettra jamais des événements de cette année terrible. La censure d'un grand nombre de ses œuvres le prive d'une bonne partie de ses revenus. Il ne peut plus espérer de nouvelles commandes. Ces dernières années sont marquées par la peur, la misère, la maladie et l'isolement. C'était un homme brisé. Et cela s'entend notamment dans deux de ses œuvres majeures.
La symphonie concertante pour violoncelle, qu'il a composée pour Rostropovitch, et bien sûr sa 7e symphonie, où l'on entend des notes qui résonnent comme un adieu. Staline meurt le 5 mars 1953. L'homme qui a scellé le destin de millions de soviétiques, simples citoyens, mais aussi écrivains, artistes et compositeurs, n'est plus. Ironie terrible de l'histoire, Prokofiev meurt le même jour, 1 heure avant celui qu'on appelait le petit père des peuples. Sur ordre du parti, tous les musiciens de renom sont réquisitionnés pour jouer lors de la cérémonie funèbre de Staline. Parmi eux, les membres du quatuor Borodine de l'époque. Pour rendre malgré tout un dernier hommage à Prokofiev, il s'esquive en secret vers l'humble sépulture du compositeur. Les membres du quatuor Borodine de l'époque avaient été frappés par l'absence de fleurs à l'enterrement de Prokofiev. Toutes les fleurs de la capitale avaient été achetées et se trouvaient dans la salle des colonnes pour les funérailles de Staline. Comme beaucoup d'artistes soviétiques, Shostakovich espère que la mort de Staline va changer la donne. Il veut chasser les fantômes du passé. Sa 10e symphonie est pour lui le moyen de régler ses comptes avec le dictateur. Une fois de plus, il mêle les événements historiques à son expérience personnelle pour faire de sa musique une chronique de son époque. C'est de la musique à l'état pur, qui a été considérée à l'époque comme le reflet fidèle de son temps. Les gens qui écoutaient la 10e symphonie l'interprétaient comme une réflexion sur une supposée libération. Mais l'heure de la délivrance n'est pas arrivée pour Shostakovich. Au contraire, en 1960, il est contraint d'adhérer au Parti communiste. Une des plus grandes humiliations de sa vie. En réponse, il compose le quatuor à cordes numéro 8. Ce devait être son testament. Il était au bord du suicide. Ce 8e quatuor est autobiographique. Il y évoque les accomplissements les plus importants de sa vie. À 64 ans, Shostakovich est un homme brisé, à la santé vacillante. Il est usé par les tractations et les manipulations autour de sa musique, épuisé par une vie entre censure et louange. En 1971, il écrit sa dernière symphonie, la 15e. Elle est créée à Moscou en 1972. L'orchestre est dirigé par son fils, Maxime. Il compose encore quelques pièces majeures, par achèvement d'une œuvre monumentale, avant de s'éteindre en 1975, à l'âge de 69 ans. C'était un artiste sincère, et en tant que tel, il s'investissait tout entier dans chacune de ses œuvres. Quand on parle de Shostakovich, on se contente presque toujours d'évoquer les conditions dans lesquelles il a vécu et travaillé.
On parle peu de sa musique, qui est pourtant extraordinaire, géniale. Il a atteint la perfection dans son art. C'est un cas unique au XXe siècle. La révolution d'octobre a déterminé la vie de Chostakovitch, Prokofiev et Rachmaninov. Ce séisme qui a ébranlé le monde a bouleversé leur existence et conditionné leur œuvre, qu'ils soient en exil ou sous le joug de la dictature. Soumis aux circonstances auxquelles l'histoire les a confrontés, ils ont confié leur âme à la musique et ainsi composé des partitions qui racontent à leur manière le XXe siècle. La marche du temps a englouti l'idéal de la révolution bolchevique et l'ambition d'un art émancipateur. Seules les œuvres de ces génies demeurent pour l'éternité.